Bonjour. L'actualité de l'astronomie, c'est le lancement il y a quelques semaines du satellite ISO, un télescope en orbite qui va observer le ciel dans l'infrarouge. ISO va notamment se pencher sur les berceaux d'étoiles, ces jeunes soleils qui naissent encore aujourd'hui dans notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée, c'est cette belle écharpe lumineuse qui traverse le ciel. C'est là que Cassiopée va vous amener ce mois-ci. Il y a plus de 2000 ans, on découvrait que la Terre était ronde. Mais il a fallu plus de 20 siècles pour comprendre que nous vivions dans une galaxie aplatie comme une galette. Pour nous, astrophysiciens, la Voie lactée est le champ d'étude idéal pour comprendre et observer les astres. Pensez donc, une immense assemblée d'au moins 200 milliards d'étoiles. Mais quelle est sa forme exacte? Combien d'étoiles peuplent ce gigantesque tourbillon de matière et de lumière? Et parmi elles, où se trouve notre Soleil et son cortège de planètes? Peut-on assister à l'accouchement de nouvelles étoiles? Et enfin, sera-t-il possible un jour d'aller visiter d'autres étoiles, d'autres soleils, autrement dit, d'explorer la galaxie? Écoutez et regardez. Aujourd'hui, Pierre Léna va nous dévoiler la théorie de la Voie lactée. Daniel Imbaud, qui a participé activement au projet du satellite ISO, nous parlera technique. L'Eurospatial, André Lebeau, le président du CNES, répondra aux questions de Dominique Guillot. Et Jean-Claude Mézières nous entraînera dans le futur en compagnie de ses héros, Valérian et Laureline. Denis Savoie du Palais de la Découverte répondra aux questions des enfants. Pour conclure, comme d'habitude, je vous présenterai le ciel du mois et Yves Delay nous montrera un instrument de son choix. Des galaxies, c'est avant tout un ensemble d'étoiles qui naissent, évoluent puis meurent. Et il a fallu attendre le début du siècle pour prouver leur existence. Pourtant, c'est en 1557 que pour la première fois ce nom, galaxie, synonyme de Voie lactée, apparaissait. Preuve que la science et l'imaginaire se sont nourris l'une l'autre de tout temps. Dans l'azur du ciel s'offre une bande remarquable par sa blancheur. Les annales anciennes racontent que des gouttes de lait, tombées du sein de la déesse Junon, tracèrent sur le ciel cette bande, et c'est de là que vient le nom de Voie lactée. D'autres prétendent que lorsque Dieu créa le monde et en assembla les différentes parties, les extrémités du ciel laissèrent entre elles une sorte de cicatrice. Mais ceux qui sont occupés à rechercher les causes secrètes des phénomènes célestes croient que cette bande est produite par un amas de petites étoiles contiguës dont les clartés réunies forment cette blancheur lumineuse. Ainsi s'exprimèrent les poètes de l'Antiquité pour chanter les beautés de la Voie lactée, appelée aussi la galaxie. En 1609, les premières observations de Galilée au télescope confirmèrent que ce fleuve de lumière était bien constitué d'une myriade d'étoiles, mais des étoiles scintillantes trop nombreuses pour être distinguées à l'œil nu. En 1750, le philosophe anglais Thomas Wright chercha à imaginer la forme réelle de cet amas d'étoiles. Mystique avant d'être astronome, il croyait que le cosmos était creux, comme une orange vidée de sa pulpe. Pour lui, la Voie lactée était la coque vue par la tranche sur laquelle se situent les étoiles. Au centre de tout, il plaçait le trône de Dieu. Peu après, un philosophe qui connaissait l'œuvre de Wright, Emmanuel Kant, en conclut que notre Voie lactée était un disque plat découpé dans l'écorce. Il en déduisit l'idée géniale que l'univers était formé d'une multitude d'îlots galactiques semblables à celui-ci. Mais à l'époque, personne ne le crut. Pendant ce temps, les astronomes scrutaient le ciel avec des télescopes de plus en plus puissants. Ils s'aperçurent que les étoiles n'étaient pas les seuls objets brillants de l'espace, mais qu'il y avait aussi de faibles taches de lumière ressemblant à des nuages, qu'ils nommèrent donc des nébuleuses. La plus connue d'entre elles se trouvait dans la constellation d'Andromède, un faible halo de lumière, à peine visible à l'œil nu. C'est ainsi qu'à la fin du XVIIIe siècle, William Herschel en Angleterre et Charles Messier en France recensèrent d'innombrables nébuleuses. En 1850, un riche astronome amateur, le comte de Rosse, utilisa un télescope qu'il avait construit de ses propres mains
et il remarqua que beaucoup de nébuleuses ressemblaient à de minuscules tourbillons constitués de spirales de gaz lumineux. Dès lors, l'imagination alla bon train. Les astronomes se demandèrent si finalement la Voie lactée n'avait pas elle aussi une forme en spirale. En effet, cette forme se retrouve partout dans la nature, dans les coquillages, jusqu'aux feuilles de certains arbres. Fasciné par les tourbillons, Vincent van Gogh lui-même peignit des spirales dans la nuit étoilée, une de ses toiles les plus célèbres. L'hypothèse d'îlot galactique dut attendre 1924 pour être confirmée, lorsque sur les pentes du mont Wilson en Californie, le plus puissant télescope du monde entra en activité. L'astronome Edwin Hubble prouva définitivement que les nébuleuses spirales étaient bien des galaxies indépendantes dérivant dans l'espace à d'énormes distances. Dès lors, notre propre Voie lactée devint une galaxie parmi des millions d'autres. Pierre Léna, bonjour. Bonjour. Alors maintenant, on sait qu'il y a des milliards de galaxies autour de la nôtre. Quel est l'environnement proche de notre galaxie? Vous voyez, une galaxie, c'est une sorte de puits. La matière est prisonnière de sa propre gravitation. Donc, un puits, une galaxie, un autre puits, un autre paquet de matière, une autre galaxie, etc., etc. Et puis, l'ensemble de ces îlots de matière, de ces îles, comme on les a appelées, eh bien, peuvent eux-mêmes regrouper, former un puits qui les lie les unes aux autres. Et on a un amas de galaxies. Et puis, on a des amas d'amas. Et puis, on a finalement l'ensemble des galaxies qui forment l'univers, qui est un grand puits à lui tout seul, si vous voulez. Et quelle est la spécificité de notre galaxie? Alors, parmi ces objets d'aspects très différents, eh bien, certains d'entre eux ont la structure spirale que nous voyons ici, très bien représentée sur cette maquette. Le Soleil est ici. Et puis, les étoiles et le gaz, d'ailleurs, sont accumulés suivant des bras spiraux. Donc c'est une galaxie spirale. C'est une galaxie spirale. Est-ce qu'il y a beaucoup de galaxies spirales dans l'univers? Oui, une fraction importante des galaxies sont spirales. D'autres ont d'autres formes et d'autres caractéristiques. Comment sont les autres? Par exemple, ellipsoïdales ou très irrégulières, comme les nuages de Magellan, qui sont d'autres taches nébuleuses, mais qu'on ne voit que dans l'hémisphère sud. On sait qu'on est à l'intérieur de notre galaxie, alors comment a-t-on fait pour savoir qu'elle était spirale? C'est pas très facile, si on est un raisin à l'intérieur d'un cake, de savoir la forme du gâteau. C'est le problème posé. Le Soleil est là, alors on regarde dans une direction, puis les astronomes voient qu'il y a des étoiles dans cette direction. Seulement, ils peuvent mesurer leur distance, par leur éclat simplement, éventuellement corrigés de mesures qui tiennent compte de la poussière qui est présente entre l'étoile et l'observateur. Donc on va observer toutes les étoiles dans cette direction, mesurer leur distance et s'apercevoir qu'on a un paquet d'étoiles qui est agglutiné à cette distance, qui appartient donc à ce bras spiral, un autre paquet à cette distance-ci. On fait ça dans chacune des directions et on peut reconstituer ainsi point par point, direction par direction, la position des étoiles, donc finalement une carte comme si on voyait la galaxie de l'extérieur. Et alors, ces bras spiraux, comment fonctionnent-ils? Ils sont attachés les uns aux autres? Alors, on aurait l'impression, un peu fausse, mais très amusante, qu'il s'agit du phénomène d'un jet d'eau qui tourne. Vous avez un jet d'eau comme ça, et puis ça prend une forme spirale. Alors, c'est pas du tout ça. On l'a cru un moment, mais c'est pas du tout ça, la structure spirale. Ce n'est pas de la matière éjectée par le centre qui va faire cette espèce de feu d'artifice tournant. Non, c'est pas ça. Les bras spiraux, c'est une espèce d'instabilité de l'écoulement du gaz dans la galaxie. C'est ce gaz d'étoiles, gaz d'hydrogène aussi, tourne sur lui-même. On a pu mesurer la vitesse de rotation de l'ensemble. Et dans ce mouvement de rotation, il y a des instabilités. Alors c'est une notion un petit peu difficile, l'instabilité, mais je donnerai un exemple très simple. Quand vous ouvrez un robinet, vous avez un jet d'eau, et puis si vous forcez un peu l'ouverture du robinet, le jet d'eau se fragmente en gouttes. Ça fait ta, et vous voyez le jet comme ça. Eh bien c'est une instabilité d'écoulement. C'est un phénomène du même ordre qui se produit pour créer les bras spiraux de la galaxie. Ah oui, alors le gaz s'est répandu comme ça un peu partout. Le gaz est répandu, il est prisonnier de ce puits de gravitation, et puis il est en rotation. Et la combinaison de cet emprisonnement par la gravité et de la rotation peut produire, pas nécessairement, donc toutes les galaxies ne sont pas spirales, mais peut produire cette structure instable dans laquelle les étoiles et le gaz se rassemblent dans des régions. D'accord. Alors grâce aux images de synthèse, on a réussi à reconstituer quand même notre galaxie. Donc on regarde ce film. Les astronomes sont loin de tout savoir sur la galaxie qu'ils habitent. Quelle est exactement sa forme? De quoi est-elle constituée?
des questions encore en suspens. On pense aujourd'hui que la Voie lactée est une galaxie spirale, une immense assiette de 100 000 années-lumière de diamètre et 1000 années-lumière d'épaisseur. Cette assiette est renflée en son milieu par un bulbe contenant de vieilles étoiles. Tout autour se trouve le halo, ayant à peu près la forme d'une sphère. Si on pouvait sortir de notre galaxie et la voir par en dessus, on s'apercevrait que le disque n'est pas rempli uniformément de matière. De vastes bras, en forme de spirale, se détachent du bulbe central et tournent majestueusement autour du centre. On ne sait pas exactement combien il y a de bras, ni comment ils sont apparus. On ne sait pas non plus combien il y a d'étoiles. 200 milliards selon certains, beaucoup plus selon d'autres. Mais ce que l'on sait, c'est que le Soleil, notre étoile, gravite dans le disque, vers le bord, à 30 000 années-lumière du centre. Il met 200 millions d'années pour faire un tour complet, emportant la Terre avec lui. Par une belle nuit d'été, couchez-vous dans l'herbe et contemplez la Voie lactée. C'est notre galaxie, vue par la tranche. Alors 200 milliards d'étoiles, c'est énorme, mais comment sait-on qu'il y a 200 milliards d'étoiles? On n'a pas pu les compter quand même. Oh, c'est comme la foule dans le métro. Vous comptez combien il y a de wagons, vous savez à peu près combien il y a de personnes dans un wagon, et puis vous en déduisez la contenance du train. Ah bon, c'est une estimation qui a été faite comme ça par rapport à la grandeur de la Voie lactée? Oui, et puis on mesure la densité locale, et puis ensuite on multiplie par le volume, et on a une estimation. On n'a pas compté les étoiles individuellement. D'ailleurs, on serait bien en peine de le faire, parce que dans certaines régions, elles sont tellement proches les unes des autres. C'est d'ailleurs l'impression visuelle de la Voie lactée que il faudra des instruments beaucoup plus résolvants pour les séparer. Mais est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans notre galaxie? Est-ce qu'on a tout répertorié? Des étoiles, ça c'est sûr. Des étoiles. La matière dans l'univers n'est pas sous un nombre de formes très très divers en fait. Il y a des étoiles, il y a des nuages de gaz qui contiennent de l'hydrogène, et puis d'autres gaz comme de l'oxyde de carbone, de l'ammoniac, etc., des molécules, et des poussières. Mais il y a des planètes aussi, parce que nous, alors nous, le public, on se dit, bon, on connaît la Terre, enfin toutes les planètes sont autour du Soleil, alors évidemment on se pose la question de savoir s'il y en a d'autres ailleurs. Alors les planètes, on peut les considérer comme des grosses poussières d'ailleurs. Hein. Les petites poussières, elles font 1 micromètre, et puis c'est de grosses poussières. Mais enfin, c'est pas des étoiles à côté des planètes. À côté des étoiles, les planètes sont des objets petits. Oui, alors il y a vraisemblablement autour de beaucoup d'étoiles, ou peut-être même de la plupart des étoiles, dans le petit puits, car à son tour, une étoile, c'est un puits de gravitation. Il y a probablement des planètes présentes. Elles n'ont pas encore été détectées, sauf, et c'est très récent, autour de l'étoile 51 de la constellation de Pégase, où on a trouvé, très proche de l'étoile d'ailleurs, une planète de taille comparable à Jupiter. C'est la première observation, elle est toute récente, rapportée à la fin du mois d'octobre dernier, et elle anticipe probablement la découverte de beaucoup d'autres. Mais ça, c'est un autre chapitre. Ah oui, parce que quand même, quand vous dites que une planète serait l'équivalent d'une poussière, on a du mal à l'imaginer quand même. Non, je dis ça parce que les étoiles, ce sont ces objets qui brillent d'une lumière intense, comme le Soleil, comme toutes celles que nous voyons la nuit. Et puis, il y a ces objets qui ne brillent pas par eux-mêmes, qui sont des morceaux de matière. Alors, il y a les tout petits morceaux de matière qui sont la poussière de la galaxie. Il y a les morceaux un petit peu plus gros qui sont les comètes, par exemple, qui, éclairés par le Soleil, nous renvoient sa lumière. Et puis, il y a des morceaux encore plus gros, mais qui ne forment toujours pas une étoile et qui sont les planètes. Et il y a une hiérarchie continue de taille qui passe par les astéroïdes, les météorites, etc. Les petites planètes, comme on les appelle, les petits satellites des grosses planètes, les anneaux, qui sont des grosses poussières autour de Saturne ou d'autres. Et puis, comme ça, cette hiérarchie s'arrête vers des tailles de l'ordre de la taille de Jupiter. Ce sont des constituants de la galaxie. Seulement, ils sont si petits qu'on les voit bien autour de nous. Nous sommes sur l'une d'entre elles, mais autour d'autres étoiles, ils sont très difficiles à observer. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est finalement de la taille de notre galaxie. Parce qu'on dit 100 000 années-lumière. Déjà, on ne sait plus ce que c'est l'année-lumière. Est-ce qu'on pourrait un peu repréciser quand même ce que c'est? La seconde lumière, c'est la distance qui nous sépare de la Lune. Oui. Le dixième de seconde lumière, on en a assez bien l'idée lors des communications téléphoniques transatlantiques, car c'est ce petit retard que l'on entend dans la communication avec votre interlocuteur, dû au temps qu'a mis la lumière, c'est-à-dire ici l'onde radio, pour aller jusqu'au satellite géostationnaire, à votre correspondant, revenir au satellite géostationnaire et revenir à vous. Et ça prend à peu près une demi-seconde.
Donc la demi-seconde-lumière, en gros, c'est la distance des satellites géostationnaires. La seconde-lumière, aller-retour. La seconde-lumière, c'est la Lune. L'année-lumière, ce sont les étoiles les plus proches de la Terre, celles que nous voyons la nuit. Et puis, la centaine de milliers d'années-lumière, c'est la taille de la galaxie. Et le milliardième de seconde d'année-lumière, c'est la distance entre vous et moi. Ah, c'est très joli. Alors, avant de poursuivre, on va retrouver Denis Savoie au Palais de la Découverte. Il est avec le club d'astronomie de Boulogne. Ce sont des enfants et ils ont aussi beaucoup de questions à poser. Pourquoi est-ce qu'il y a des constellations? Quel âge de la Voie lactée? Il y a combien d'étoiles dans la Voie lactée? Je voudrais savoir pourquoi on appelle ça la Voie lactée. Quel est l'âge de notre galaxie? L'âge de la Voie lactée est grosso modo le même que celui de l'univers. L'univers est né il y a environ 15 milliards d'années, c'est après le Big Bang, et les galaxies sont nées très peu de temps après, à l'échelle de l'univers, 500 ou 800 millions d'années plus tard. Donc on peut estimer que l'âge des galaxies est d'environ 14,5 milliards d'années, en moyenne. Je voudrais savoir si la Voie lactée, par rapport à d'autres galaxies, est plutôt grosse ou petite. On connaît des galaxies qui sont beaucoup plus grosses, qui contiennent 300 voire 500 milliards d'étoiles. Donc on trouve des galaxies de taille très différentes, et la nôtre, je l'ai dit, est tout à fait moyenne, si tu veux. On n'a aucune situation privilégiée. Est-ce que les galaxies peuvent se rencontrer? Alors oui, les galaxies peuvent entrer en collision. Alors on s'imagine tout de suite un gigantesque cataclysme. Or, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la densité d'étoiles dans les galaxies est faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un certain volume, il y a très peu d'étoiles, notamment aux alentours de la Voie lactée. Par contre, plus tu te rapproches du centre, évidemment, plus la densité est importante. Donc, ce qui fait que si tu as deux galaxies qui rentrent en collision, la probabilité pour qu'il y ait une collision entre deux étoiles est très faible quand on reste sur les bords. Évidemment, quand on s'approche du centre, ça devient de plus en plus important. Et lorsque deux étoiles rentrent en collision l'une avec l'autre, il y a des phénomènes cataclysmiques, de marée notamment, qui ont en ligne de compte. Je te rassure tout de suite, ce n'est pas près de nous arriver. Est-ce qu'il y a un rapport entre les signes du zodiaque et les constellations? Alors, lorsque les astronomes ont divisé, il y a à peu près 3000 ans, le ciel, ils ont divisé une bande qu'on appelle la bande de l'écliptique en 12 constellations. Mais en raison d'un phénomène qui s'appelle la précession des équinoxes, ces signes ont glissé dans le ciel, de sorte qu'il n'y a plus correspondance aujourd'hui entre une constellation et un signe zodiacal. Donc on en conclut immédiatement que l'astrologie, c'est n'importe quoi. Que deviennent les étoiles quand elles sont mortes? Alors les étoiles n'évoluent pas toutes de la même façon, ça dépend de leur masse. Une étoile très massive peut devenir ce qu'on appelle une supernova. Elle va complètement exploser et répandre dans l'univers toutes ses cendres. Une étoile moins massive, comme le Soleil, c'est-à-dire la plupart des étoiles en fait, va évoluer de la façon suivante. Elle va grossir, devenir un monstre qu'on appelle une étoile géante rouge. Ensuite, elle va complètement se ratatiner et devenir une toute petite étoile qu'on appelle une naine blanche. Voilà comment finissent la plupart des étoiles. Donc les explosions de supernovas sont vraiment des cas tout à fait exceptionnels. Alors Nicolas veut savoir ce que deviennent les étoiles. On peut aussi se demander comment elles naissent. Dans des nuages peut-être, ou alors des nébuleuses. Et des nébuleuses, il y en a plein dans notre galaxie. Regardez, un voyage cosmique au-dessus du berceau des étoiles. Qui
Alors Pierre-Léna, des nébuleuses, qu'est-ce que c'est? Parce que la galaxie d'Andromède, on l'appelle aussi la nébuleuse Andromède, et elle ne fait pas partie de notre galaxie. Oui, il faut remonter au premier temps de l'observation astronomique. Quand les télescopes étaient peu puissants, on voyait quoi? D'une part des étoiles, apparaissant comme des points un petit peu étendus, mais très bien définis, et puis des objets flous, auxquels on a donné le nom de nébuleuse. Quand les télescopes se sont perfectionnés, quand la photographie est arrivée, on s'est aperçu qu'en fait, ces objets flous, qui avaient été catalogués dans la même catégorie nébuleuse, représentaient en fait des catégories assez différentes. Et il y a en gros 3 catégories de ces objets flous. Il y en a qui sont de simples amas d'étoiles, des paquets d'étoiles. D'ailleurs, à l'œil nu, quand on regarde les Pléiades en ce moment, l'hiver, on voit quelque chose qui est un peu nébuleux. Et puis en regardant avec attention, on s'aperçoit que c'est une dizaine d'étoiles qui sont rassemblées. Donc les amas globulaires d'étoiles, par exemple, qui sont des énormes paquets de millions d'étoiles, apparaissent sous cet aspect nébuleux. Première catégorie. Seconde catégorie, les galaxies, comme Andromède, que vous avez cité, la seule visible à l'œil nu dans notre hémisphère, et puis beaucoup d'autres visibles au télescope, d'abord comme des petites taches floues. Et puis on s'est aperçu que, en réalité, c'était ces grandes îles d'étoiles dont on a parlé. Et puis, troisième catégorie, les nuages de gaz et de poussière, l'un et l'autre allant ensemble. Ces nuages appartiennent à notre galaxie, et selon la manière dont ils sont éclairés, par une étoile proche, par une étoile qui leur est intérieure, par une étoile très brillante qui émet de l'ultraviolet, eh bien leur aspect est très différent. Et la multitude d'aspects que nous avons vus dans certaines des images qui viennent de passer traduit la diversité de cette troisième catégorie de nébuleuses, qui sont les nuages galactiques. Alors vous avez dit que dans ces nuages, il pouvait y avoir parfois des étoiles. Donc c'est ça, quand on dit où naissent les étoiles, est-ce que c'est à l'intérieur de ces nuages? Ces nuages sont eux aussi des puits gravitationnels. Et dans ce puits est prisonnier de la matière, gaz et poussière, et éventuellement d'autres étoiles déjà présentes. Mais la matière tombe vers le centre du puits, quand le nuage s'effondre sur lui-même. Et dans cette chute, la densité augmente, les particules sont de plus en plus proches les unes des autres, au point que se forme une étoile. Ces nuages, en particulier les plus denses d'entre eux, qui apparaissent comme des taches très, très obscures sur l'écran, parce qu'ils n'émettent pas de lumière visible à l'œil, eh bien, ces nuages sont les pépinières de formation des étoiles. Il y a une instabilité qui se déclenche et le nuage s'effondre sur lui-même, en se fragmentant d'ailleurs et en formant non pas une, mais plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines ou milliers d'étoiles. Ces nuages sont les pépinières des étoiles. Ces nuages rayonnent dans l'infrarouge parce qu'ils sont froids et il faut donc des instruments capables de voir le rayonnement infrarouge pour mettre en évidence, ou les radiofréquences d'ailleurs, à des longueurs d'onde plus élevées encore, pour mettre en évidence ce processus d'effondrement. Et quelquefois, le télescope spatial l'a fait d'ailleurs récemment. Le télescope spatial Hubble, oui. En observant cette fois, non pas dans l'infrarouge, mais dans l'ultraviolet ou dans le visible, oui. En observant les petits noyaux qui sont les condensations obscures de naissance d'étoiles. Ah oui, d'ailleurs, les images qu'on voit, c'est des images qui viennent du télescope, certaines d'entre elles. Mais donc, le satellite ISO, dont on a beaucoup parlé, il a été lancé justement pour voir naître ces étoiles. Alors, il faut faire attention à la formulation. Je reprends exactement. Oui, pour voir naître ces étoiles. Alors, pour voir, oui, avec de la lumière qui n'est pas la lumière visible, mais qui est la lumière infrarouge, à laquelle notre œil n'est pas sensible. Et quand on dit naître, on pense à l'instant de la naissance, bien entendu. Or, dans l'univers, les phénomènes, même les phénomènes relativement rapides comme la naissance d'une étoile, prennent plusieurs centaines de milliers ou dizaines de milliers d'années. Donc, donc, quand on dit voir naître, eh bien, en réalité, ce n'est pas un film que nous voyons. Ce n'est pas comme voir naître un enfant. Non, on voit des objets qui sont des étoiles pas du tout formés, d'autres objets qui sont des étoiles un peu plus formés, d'autres objets qui sont des étoiles juste allumées, et puis d'autres objets, d'ailleurs présents sur les images de ces nuages, qui sont des étoiles déjà allumées. Eh bien, ISO, maintenant tout le monde le sait, a été un véritable défi technique. Il a décollé le 17 novembre, après quelques retards, et maintenant il est arrivé là-haut et il paraît qu'il est en parfaite santé. Alors Daniel Imbaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et chef du projet ISOCAM.
C'est quoi ISOCAM? Alors ISOCAM, c'est un des 4 instruments scientifiques qui sont embarqués à bord de ce fameux satellite ISO, qui a donc décollé il y a maintenant presque 2 mois. Et l'instrument marche très bien. Et ISOCAM, c'est une caméra qui détecte, qui cartographie en fait des objets qui émettent dans les rayonnements infrarouges. Ce satellite est un observatoire infrarouge qui va donc regarder les régions du ciel qui sont ce qu'on appelle des objets froids et qui sont des émetteurs d'infrarouge. Alors être chef de projet, c'est quoi? Alors chef de projet, ça signifie un instrument comme ISOCAM, c'est un instrument qui est réalisé par un consortium de laboratoires et d'industriels européens, une dizaine environ. Il y a des gens en Italie, il y a des gens en Écosse, il y en a à Cannes, à l'Observatoire de Meudon, à Orsay, etc. Ça représente combien de personnes? Ça représente, on dirait, 200 personnes qui ont été vraiment impliquées dans le projet de façon sérieuse à un moment ou à un autre pendant les 10 ans qu'a duré le projet. Oui, parce qu'il faut dire que ce projet a démarré en 84. 84, oui, tout à fait. Les instruments ont été sélectionnés en 85. Le satellite a été sélectionné en 84. Et en 85, les 4 instruments qui sont à bord ont été sélectionnés. Et ensuite, la conception a commencé pour terminer sur un lancement qui a donc eu lieu très récemment, au mois de novembre. Ça veut dire que pendant 10 ans, il faut tenir toutes ces équipes, enfin ces 200 personnes avec l'énergie. Et vous travaillez comme ça tous les jours pour un projet qui va, pour un satellite qui a décollé là maintenant, mais c'est fou, quoi. 200 personnes réparties en Europe avec des cultures différentes, avec des langues différentes. Des langues différentes, avec des façons de travailler différentes. Et puis, il faut que tout ça converge, aussi bien au niveau des caractéristiques techniques de l'instrument qu'au niveau des plannings, parce qu'il faut que tous les morceaux qui constituent l'instrument arrivent au bon moment pour arriver un jour à monter l'instrument sur le satellite, le jour où on l'attend. Alors peut-être on va regarder des images d'ISO, comment ça se passe dans l'espace, et vous allez nous commenter en plateau, vous allez essayer de nous dire qu'est-ce que c'est. Là c'est une vue d'artiste évidemment, mais on voit tout à fait, c'est à ça que doit ressembler ISO en ce moment. On voit l'entrée du télescope et le cône doré là qui permet de le protéger du soleil, ainsi que l'écran qui est derrière, qu'on va revoir tout à l'heure. Et voilà l'orbite sur laquelle se trouve ISO. Il s'éloigne de nous à 70 000 km au maximum quand il est au bout de son orbite, et il parcourt cette orbite en 24 heures. Et alors, il est parti pour 18 mois aussi. Il est parti pour 18 mois, exactement. Et l'énergie électrique dont il a besoin est fournie par ces panneaux solaires qu'on vient de voir. Et ce satellite peut se pointer et rester stable pendant un moment sur n'importe quelle source du ciel, les régions qu'on a envie d'étudier. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, les objets qu'on étudie sont des objets froids. Et pour qu'on les observe correctement, les instruments scientifiques doivent être encore plus froids. Et donc vous voyez ici le télescope qui a été installé dans un réservoir, une espèce de bouteille thermos, où l'hélium superfluide qui est en train de s'évaporer en ce moment maintient une température de moins 270 degrés, qui est assez extrême. Ce qui est presque le zéro absolu. Ce qui est presque le zéro absolu. Et quand il n'y aura plus d'hélium, eh bien, dans ce réservoir qu'on voit ici, monté en Allemagne, quand il n'y aura plus d'hélium, eh bien, ISO aura terminé sa durée de vie au bout de 18 mois. Ah oui. Alors les rayonnements infrarouges qui sont captés par le télescope qu'on voit ici, en fait, voilà l'entrée du télescope, sont focalisés, puis distribués par un miroir primaire et un miroir secondaire qui sont des miroirs en quartz doré. C'est très très joli. Ah, c'est pas de l'or. Très esthétique. Si, c'est doré. C'est pas en or, c'est du quartz doré. Et voilà les faisceaux lumineux qui rentrent dans des instruments. Et voilà la caméra française ISOCAM, dont on voit ici une vue d'artiste, et la façon dont le faisceau arrive sur le détecteur infrarouge pour former l'image d'une galaxie. Alors en fait, le but de cet instrument est de former des images sur 2 détecteurs avec des filtres et des lentilles interchangeables comme une caméra, et donc des mécanismes qui doivent tourner, d'une part supporter le lancement de la fusée Ariane, et puis tourner à moins 270 degrés pour pouvoir former, comme ici, une image d'une galaxie lointaine, ici en phase de flambée de formation d'étoiles. Alors quand on regarde le ciel, on a l'impression que les étoiles, il y a beaucoup de vide entre les étoiles. En fait, il y a beaucoup de nuages, mais parfois dans les nuages ici, qui émettent en infrarouge, il y a des trous qui permettent de regarder des objets qu'on voit comme ils étaient peut-être il y a 1 milliard ou plusieurs milliards d'années. Ah oui. Et ISO va permettre d'observer et de comprendre les mécanismes d'évolution des galaxies, des étoiles, des planètes. Et pour cela, en particulier avec ISOCAM, mais aussi avec les autres instruments, il va observer cette fameuse Voie lactée, qui est le sujet de l'émission. Voilà. Et puis là, on termine sur quelques images du modèle de vol d'ISOCAM, qui est celui-là même qui, en ce moment même, chaque jour, enfin tous les 4 jours, nous envoie des images de l'univers et qui marche parfaitement bien à la fierté de toute l'équipe qui les... Oui, parce que ça a dû être une grande émotion quand vous avez eu la première image. A été vraiment un moment. Parce qu'après 10 ans, ça doit être un peu l'angoisse quand même. Tout à fait. Le lancement lui-même a été un peu l'angoisse,
Mais le lancement, à la limite, ça dépendait plus de nous. Malheureusement, si la fusée Ariane avait mis ISO dans le Golfe, dans la mer des Caraïbes, c'était pas dans notre, c'était pas notre responsabilité. Oui. Ça aurait été triste, mais ce qui aurait été bien pire, c'est d'avoir travaillé, d'avoir mobilisé tous ces chercheurs, tous ces ingénieurs, tous ces techniciens, et puis d'avoir un échec technique en orbite. Oui. Alors la chose, moi, qui me frappe le plus, c'est cette température, ce moins 270 degrés. On a beau se dire c'est le zéro absolu, mais c'est que ça doit être très froid. Mais... Non, comme je dis souvent, les gens qui ont un jour essayé de mettre leurs clés dans la serrure de leur voiture quand il gèle très fort à moins 15 ou moins 20 se rendent compte de ce que c'est des mécanismes à température très basse. Et passer de moins 10, moins 20 à moins 270, c'est effectivement un défi technologique fantastique parce que les matériaux ne se comportent pas du tout de la même façon à cette température qu'à la température ambiante. Alors on a eu d'ailleurs une mauvaise surprise qui nous a fait prendre 6 mois de retard sur le planning avec cette maquette-là. Pourquoi ? C'est qu'en fait, les essais de vibration, tout s'est bien passé, le froid, tout s'est bien passé, mais quand on a fait l'essai de durée de vie, qu'on a voulu faire 200 000 mouvements de roue, on a retrouvé en bas de ce petit engrenage ici, un petit tas de limaille de titane. Et en fait, un troisième gros problème en dehors des vibrations et du froid avec ce projet, c'est la pollution. On a des contraintes de propreté extrêmement sévères. C'est pour ça qu'on voit toujours avec ces gants toujours blancs, les gants, voilà, les gens déguisés comme était la jeune femme là, qui travaillait sur le modèle. Exactement. Parce qu'en fait, étant donné qu'il s'agit d'instruments d'optique, il n'est pas question d'avoir la moindre pollution, ni chimique, ni particulière. Et quand vous avez un détecteur, parce que le détecteur de cet instrument sur lequel on fait les images, c'est un petit carré de 3 mm sur 3, vous imaginez que si vous avez une limaille de titane qui se met évidemment, loi de Murphy oblige, en plein milieu du détecteur, c'est la catastrophe. Donc on n'a absolument pas le droit d'avoir la moindre poussière qui se promène dans cet instrument. Et ça, quand la fusée Ariane s'est envolée d'une part, et puis quand on a reçu les premières images, bon, les pensées qu'on a eues, c'est pour tous ces gens dans tous les labos qui ont travaillé sur le projet. Voilà, c'est une très belle histoire. C'est une grande aventure. ISO, donc, c'était le 17 novembre. Depuis, d'autres satellites sont partis. En faisant un petit tour sur le réseau Internet, on va être au courant des dernières nouvelles du cosmos. C'est notre rubrique Astronet. Astronet aujourd'hui vous ouvre ses portes et vous invite à surfer sur 4 nouveaux serveurs. Tout d'abord, un petit tour sur le web de Hubble ou le STSCI. Mystère au cœur de la galaxie elliptique NGC 4261 située dans la constellation de la Vierge. On vient de découvrir un gigantesque trou noir entouré de poussière. Le mystère réside dans le fait qu'il n'y a jamais eu de poussière dans les galaxies elliptiques et pourtant, c'est de ces poussières que se nourrit ce trou noir très vorace. Après plus de 15 ans de recherche, on vient enfin de prouver l'existence de la première naine brune. C'est encore grâce au télescope Hubble et à ses derniers clichés qu'on a découvert cet astre, mi-étoile, mi-planète, en orbite autour de l'étoile Gliese 229. Cette naine brune a donc une température de 700 degrés et est 100 fois moins lumineuse que la moins lumineuse des étoiles. Pas étonnant qu'on ait eu du mal à la repérer. Quittons le STSCI pour aller vers le serveur du Fermilab. Le 22 novembre dernier, 80 physiciens des particules ont décidé du futur emplacement de l'observatoire Auger. Cet observatoire étudiera les rayons cosmiques qui viennent percuter violemment la haute atmosphère de la Terre. Ce détecteur géant couvrira une surface de 3000 km² et se construira en Argentine. Cette réunion décisive a eu lieu au Palais de l'UNESCO. Sur le net de SOHO, vous apprendrez que le 2 décembre dernier, le satellite SOHO a décollé de Cap Canaveral en Floride. Ce satellite, en partie financé par le CNES, étudiera le fonctionnement du Soleil, son champ magnétique et son vent solaire. Doté de 12 instruments ultra sophistiqués, le satellite SOHO sera opérationnel dans 4 mois environ, quand il aura atteint le point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil. Et pour finir, un peu de surfing sur le serveur de la NASA pour fêter un anniversaire. Le 26 janvier 86, la planète Uranus recevait pour la première fois la visite de la sonde Voyager 2. Voyager 2 survolait la 7e planète de notre système solaire à moins de 110 000 km et découvrait qu'Uranus était couverte de méthane, d'où la couleur verdâtre de la planète. Aujourd'hui, Voyager 2 a fini sa mission et poursuit sa route au-delà de Pluton, vers des astres encore plus lointains. Toujours dans l'actualité, il y a exactement un an, André Lebeau a été nommé président du CNES, l'Agence française de l'espace. L'occasion pour Cassiopée de faire avec lui le bilan d'une année d'activité en compagnie de Dominique Guillot. André Lebeau, bonjour.
Vous avez 63 ans, vous êtes docteur ès sciences, vous êtes un scientifique, mais vous avez aussi été un homme de terrain, je crois, puisque en 1956, vous avez participé à une expédition en Terre Adélie. C'était un bon souvenir? C'est un très bon souvenir. Ça a occupé 14 mois. C'était une expédition scientifique, même si on a fait beaucoup de travail de terrain. Alors vous avez été le directeur de la météorologie nationale, et puis depuis un an, vous êtes le président du CNES, qui est le maître d'œuvre de la politique spatiale française. L'Europe spatiale, en 1995, elle a beaucoup souffert, je crois. Elle a fini mieux l'année qu'elle ne l'a commencé. Oh, je ne dirais pas vraiment cela. C'est une année qui a été marquée par 11 lancements d'Ariane, qui ont été 11 succès. Ça mérite tout de même d'être noté, même si on va en faire 12 l'an prochain. C'est une année qui a été marquée par les lancements des satellites ISO et SOHO par l'Agence spatiale européenne. C'est un magnifique succès. C'est une année qui a été marquée par l'exploitation extraordinairement fructueuse du satellite Topex-Poséidon, qui est un satellite NASA-CNES, un satellite de coopération franco-américaine. Et puis c'est l'année où ont été prises de grandes décisions à Toulouse qui redonnent un élan à l'Europe spatiale. On ne pouvait pas se permettre d'échouer finalement à Toulouse. On ne peut pas se plaindre d'avoir décidé trop de programmes. Voilà. Alors parmi les grands programmes du futur, il y a donc cette participation européenne à la station internationale. C'est beaucoup d'argent, je crois que c'est 17 milliards de francs dans les années à venir. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est, je crois, une nécessité que l'Europe participe au premier grand programme qui concrétise, qui cristallise une coopération mondiale. C'est la première fois que la Russie, les États-Unis, le Japon, le Canada et l'Europe vont coopérer pour un projet dont la dimension exige la coopération mondiale. Or, si on considère que, en définitive, l'exploration du système solaire, ce sera l'aventure du prochain millénaire. Un peu comme l'exploration de la Terre a été l'aventure du dernier millénaire. Eh bien, cette exploration du système solaire, elle ne peut pas se faire si la coopération ne s'organise pas à l'échelle mondiale. Et le premier pas qu'on fait dans cette direction, le premier pas concret, il fallait que l'Europe y soit présente. André Lebeau, les budgets sont les mêmes, les budgets français, les budgets européens, que ceux qui étaient prévus en 1995 avant cette conférence de Toulouse. On va donc faire des sacrifices ailleurs, puisque je crois que la contribution de la France est de l'ordre d'un peu moins de 28% du budget européen sur la station internationale. 27,6. Et que vous aviez prévu au début de l'année une participation de l'ordre de 10%, à peu près. Donc il va bien falloir trouver de l'argent. Oui, mais on a au détriment des missions scientifiques. Nous avons refait nos comptes et en définitive, la difficulté, c'est que le programme Ariane 5 et l'arrêt du programme Ariane 5 et le démarrage des dépenses de la station spatiale ont un certain recouvrement. Alors ça crée 2 années qui vont être très tendues du point de vue budgétaire, mais que je crois on peut conduire sans annuler aucun programme et sans faire de dégâts irréversibles. Merci André Lebeau. Je pense, Véronique, vos invités vont être très rassurés par les nouvelles que nous donne André Lebeau sur les missions scientifiques. Enfin, 2 de vos invités, puisque le 3e, si j'ai bien compris, lui, il se déplace dans l'espace sans avoir besoin d'argent. Alors Jean-Claude Mézières, ça fait bientôt 30 ans que vous voyagez dans l'espace, et cela gratuitement. Mais comment faites-vous? Le prix d'une bouteille donc de Chine, et je pars, je décolle. C'est-à-dire que la bande dessinée et la bande dessinée de science-fiction permet effectivement l'imaginaire. Et c'est ce que Pierre Christin, mon scénariste préféré et néanmoins ami, et avons commencé, lorsqu'on voulait faire une première histoire, il y a 30 ans, on a raconté une histoire où il y avait peu dans la presse française à l'époque, c'était la science-fiction, et on a raconté une petite histoire, et depuis, on continue à suivre le petit astronef de Valérian, et on raconte encore des histoires. On va préciser quand même que votre héros, c'est Valérian, l'agent spatio-temporel. Et sa petite camarade Laureline, important, qui n'est pas à oublier. Et donc vous, la galaxie, c'est votre univers quotidien. Notre terrain de chasse, notre lieu de promenade, c'est-à-dire que chaque nouvelle histoire, on recrée une civilisation, on parle d'une autre planète, on parle pas en termes très techniques, d'ailleurs, il faut mieux pas, mais au fond, peut-être en termes
poétique ou sociologique. Mais est-ce que pour vous, la galaxie, c'est un... Enfin, l'espace, puisque vous allez plus loin que la galaxie, est-ce que c'est un simple décor? Ou alors, est-ce que comme Léonard de Vinci ou bien même Jules Verne, vous vous sentez en avance sur votre époque? Je ne sais pas si je suis en avance sur mon époque. Je sais que moi, ce que j'aime si raconter... Si, vous l'êtes, je vous le dis, ce qu'on ne fait pas. Techniquement encore, peut-être. Et ce que j'aime surtout, c'est raconter des histoires, et je cherche à les rendre les plus crédibles possibles. Alors évidemment, puisqu'on a choisi d'aller se balader dans l'espace, dans le cosmos, il faut que nos lecteurs croient à la réalité du voyage. Alors évidemment, s'ils mettaient des dizaines de milliers d'années, ou des dizaines de centaines d'années pour y arriver, ça serait bien embêtant. Donc ils appuient sur le petit bouton rouge à droite. Des fois, j'oublie, ils changent à l'état gauche du siège du conducteur, de l'astronef, et ma foi, ils sont partis, ils font un saut spatio-temporel, et ils arrivent à destination. Plus ou moins bien selon le vent. Oui, mais vous auriez pu choisir un autre univers, parce que bon, Léonard de Vinci, on va le repréciser un peu, il avait déjà inventé un hélicoptère. Oui. Donc ça, c'était quand même très très loin. Jules Verne, il avait inventé un voyage sur la Lune. Ça s'est fait. Et vous avez inventé un voyage au milieu de la galaxie, et oui, avec Galaxity. Voilà, Galaxity. Mais c'est parce que depuis Jules Verne, il y a eu cette floraison de romans de science-fiction, beaucoup de romans américains, d'autres européens, français, etc., et qui ont été des lectures de jeunesse de Pierre Christin et de moi, qui étaient vraiment un domaine très marginal, assez mal vu par les profs, par les parents, par les critiques littéraires qui méprisaient complètement le genre de science-fiction, et qui, pour des jeunes lecteurs, étaient une espèce de nouvelle frontière, encore un nouveau Far West, quoi. Et au fond, lorsque, en bande dessinée, on a cherché, nous, à raconter des histoires assez personnelles, on a recréé des civilisations, en y ajoutant, évidemment, dans un grand shaker, tout ce qui se passe sur Terre, puisqu'au fond, le cosmos n'est qu'un exemple, un miroir déformant de la Terre. Mais ça nous a permis d'improviser chaque nouvelle histoire en toute liberté. Pierre Léna, vous trouvez que le cosmos est un reflet de la Terre, comme dit Jean-Claude Mézières? Je dirais plutôt que c'est la Terre qui est un reflet du cosmos. Ah oui. Vous connaissez les bandes dessinées de Jean-Claude Mézières? Oui, j'aime beaucoup. Mais est-ce que vous pensez que la conquête de l'espace, ce sera une chose qui va être possible? Peut-être bientôt, peut-être pas bientôt. C'est déjà fait, d'une certaine manière. Oui, il y a eu des hommes dans l'espace, des hommes sont restés en orbite autour de la Terre plus d'une année. Oui. C'est-à-dire le temps qu'il faut pour aller, avec les moyens d'aujourd'hui, et non pas ceux de demain, de la Terre à la planète Mars. Oui. Et même un peu plus longtemps. Si on regarde ce que l'homme sait faire aujourd'hui en termes de voyage spatial, comparé à ce qu'il supposait être capable de faire au moment du lancement du programme Apollo vers la Lune, nous en savons beaucoup plus aujourd'hui sur l'aptitude à l'homme pour voyager dans l'espace que ce que Kennedy savait pour prendre le pari un peu fou d'envoyer des hommes sur la Lune avant 1970. Oui, mais si on prend notre étoile la plus proche, par exemple, qui 4 années-lumière. Oui. 41 milliards de kilomètres, on m'a dit, non, c'est pas ça? C'est à peu près, oui. On l'appelle Proxima du Centaure. Alors, si on veut aller voir cette étoile, on met quand même 6 ans pour y aller. Oui. Et 6 ans à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. Beaucoup plus à la vitesse à laquelle aujourd'hui on sait se propager. Alors, votre question sur la colonisation, au fond, c'est une question de temps. Si on dit dans 1, 2, 3 siècles, la réponse c'est oui, l'homme ira. Coloniser, c'est déjà autre chose. C'est installer une colonie, un grand groupe de personnes, un habitat, une ville. On n'a pas fait de ville en Antarctique aujourd'hui, par exemple. Pourtant, l'homme est présent en Antarctique de façon permanente. Mais on n'a pas fait de ville et on n'en fera probablement pas d'ici très longtemps. Parce que c'est trop inhospitalier. Alors que dire de l'espace? Très inhospitalier, plus encore. Donc moi, je ne crois pas qu'il y aura des villes, sauf dans votre imagination, et on vous est très reconnaissant de nous stimuler ainsi, avant plusieurs siècles probablement. Ceci dit, il y aura des explorations, comme on fait des explorations en Antarctique ou au fond des océans. Ça, c'est déjà la réalité, et elle se développera. La vitesse de parcours, c'est une question qui est difficile. C'est très difficile de prévoir la technologie à plus de 15-20 ans. Qui aurait dit en 1960 que nous aurions aujourd'hui dans nos poches et dans nos sacs à main des ordinateurs ayant les performances des plus grosses machines de l'époque? On ne sait pas extrapoler la technologie à 40 ou 50 ans. Est-ce qu'on saura se déplacer à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, disons dans un siècle? Personne ne peut vraiment le dire. Mais ça, par exemple, ça pourrait ressembler à la future grande station spatiale.
Alors, rêver, c'est un souci que les politiques ont toujours, donné à rêver au peuple. Hein, et la station spatiale, c'est un peu cette idée-là qu'ont les politiques, nourrir le rêve dans l'opinion. À mon sens, c'est un rêve qui coûte bien cher. Et j'espère que les paroles d'André Lebeau, qui assurait, je crois tout à l'heure, que ça ne se traduirait par aucune réduction des programmes scientifiques, seront vérifiées. J'ai quelques inquiétudes pour ma part, et je ne suis pas le seul. L'Académie des sciences les partage. On a vécu le mois dernier une rencontre entre les artistes et la science avec l'antimatière, dont vous avez peut-être lu quelques échos dans les journaux, et dans les journaux grand public, où on a tenté d'expliquer au grand public que nous sommes ce qu'était l'antimatière. Ça n'est pas simple, il faudra peut-être d'ailleurs y revenir parce que je ne suis pas sûr qu'on ait tous compris. Mais dans Star Trek, dans la série Star Trek, les fans se souviennent que les vaisseaux se déplacent, le vaisseau Enterprise notamment, se déplace avec de l'antimatière. Et on a envie, parce que c'est séduisant intellectuellement, de se dire que les artistes ont été en avance sur les scientifiques et que finalement les scientifiques un jour vont reproduire ce que nos artistes comme Jean-Claude Mézières ont rêvé. On peut dire deux choses. Les artistes sont en avance sur les scientifiques, l'imaginaire est en avance sur la science, mais la réalité est toujours en avance sur l'imaginaire. Elle est toujours plus riche. Vous ne direz pas le contraire, monsieur. Absolument. En plus, chacun vient piller le domaine des autres. Et c'est sûr que les créateurs d'univers à la petite semaine comme nous, on va forcément chercher des choses qui ont existé, qui ont été débuts. Ce n'est pas les scénaristes américains qui ont créé l'antimatière. Ils ont vu ça dans une revue, et ils s'en sont accaparés, ils ont fait le carburant. Alors, vous avez écrit, je ne vais pas tous les nommer parce que ça fait 30 ans, donc il y en a vraiment beaucoup. C'est vieux, c'est vieux. Celui-là, il est vieux. Plein de Valérian. Mais là, on a par contre un dessin de votre prochain livre. Je me cache momentanément pour montrer le dessin. C'est une page, ça c'est l'ONU de l'espace, c'est Point Central, qui est déjà familier par les anciens lecteurs dans l'Ambassadeur des Ombres. Et là, on reprend cette ONU de l'espace qui est encore plus gigantesque, puisque chaque peuple du cosmos vient s'agglutiner à ce noyau central. Et il se passe évidemment énormément de choses là-dedans. Et l'album que je suis en train de préparer s'appelle L'otage de l'ultralume. Et Pierre Léna, vous avez aussi un livre qui va sortir. Dans un autre genre. Dans un autre genre, je pense. Ça s'appelle Méthode physique de l'observation. On va peut-être découvrir des choses qu'on n'avait jamais vues là-dedans. C'est le but de l'observation, peut-être pas du livre. Mais... Et vous avez écrit aussi un autre livre qui est tout à fait en rapport avec notre plateau, L'espace pour l'homme, qui est édité chez Flammarion. C'est un livre que vous avez écrit récemment ? Oui, il y a 18 mois. Et le titre dit ce que je crois. C'est-à-dire que l'espace, oui, mais pour servir l'homme. Bien, merci à tous d'avoir participé à notre émission. Avant de conclure avec les éphémérides, on retrouve Yves Delay à la Maison de l'Astronomie. Il nous présente la boutique de Cassiopée. Bonjour. Eh bien, ce mois-ci, je vous ai trouvé des objets qui vont vous permettre d'observer, de retrouver la Voie lactée. La Voie lactée, c'est cette bande laiteuse, lumineuse, qui, le soir, barre le ciel en deux du nord au sud en cette saison. Ce n'est ni plus ni moins que notre propre galaxie vue par la tranche. D'ailleurs, vous pouvez observer la Voie lactée ne serait-ce qu'avec une paire de jumelles. Et se promener parmi ces milliards d'étoiles est un spectacle que l'on n'oublie jamais. Mais vous pouvez aussi voir la Voie lactée chez vous. Et pour cela, pour les longues soirées d'hiver, je vous propose un puzzle qui, en 1000 pièces, va vous permettre de reconstituer une carte du ciel avec toutes ses constellations, mais aussi, bien sûr, le tracé de la Voie lactée. C'est un jeu de patience que tout le monde connaît, mais singulièrement compliqué lorsque l'on ne connaît pas bien les constellations. Mais c'est une façon aussi d'apprendre le ciel. Autre façon de voir la Voie lactée, c'est tout simplement de la dessiner chez vous. Et pour cela, je vous propose ce pochoir. Alors dans cette boîte, que va-t-on trouver? Eh bien, de grandes bandes feuilles de papier, perforées de trous, chaque trou symbolisant une étoile. On fixe cette bande de papier au plafond et ensuite, vous allez déposer, grâce au pinceau et à la peinture fluorescente fournie avec, vous allez déposer une goutte de peinture. Lorsque vous aurez enlevé le papier, que la peinture sera sèche, il ne vous restera plus qu'à éteindre la lumière pour observer les étoiles qui brilleront dans l'obscurité. Souvenez-vous, il y a quelques mois, toute la communauté scientifique s'était mobilisée autour d'un événement astronomique qui en avait fait rêver plus d'un. Le 21 mai 1995, les anneaux Saturne avaient disparu de vos lunettes pour revenir ensuite petit à petit.
Eh bien, le 11 février à 20 h, la Terre franchira à nouveau le plan des anneaux pour la 3e et dernière fois. Elle occultera tout bonnement ce disque fin qui s'étend sur plus de 300 000 km et dont l'épaisseur est d'1 kilomètre à peine. Et c'est seulement vers le printemps que nous verrons réapparaître progressivement la face sud éclairée de Saturne, et ce jusqu'en 2009. En attendant cet heureux retour, il faut en profiter pour observer les satellites de Saturne. Vous savez que la brillance de ces anneaux est telle qu'il est généralement impossible d'observer les petites lunes qui gravitent autour de la planète géante. Eh bien, le 17 février à 19 h 37, à l'aide d'un petit télescope, vous pourrez donc observer une conjonction très serrée entre Titan et Tétis. Il faut noter que Titan, dont le diamètre dépasse celui de la Lune, est de loin le plus important satellite de Saturne. Le point le plus brillant dans le voisinage de Saturne sera donc Titan, suivi de sa petite sœur Tétis. Et toutes ces merveilles seront observées dans la constellation du Verseau. Le 25 février, la plus grande comète du siècle sera visible dans la constellation du Sagittaire. Mais il vous faudra encore une lunette pour apercevoir Albope, qui file à la vitesse de 10 km par seconde et qui se trouve à environ 700 millions de kilomètres de la Terre. Toujours le 25, si vous regardez en direction du zénith, c'est-à-dire très exactement au-dessus du point où vous êtes, vous verrez à l'œil nu cette fois l'une des plus brillantes étoiles de la voûte céleste, Vega, l'alpha de la lyre. Située entre la constellation du Cygne et celle d'Hercule, Vega se repère à sa couleur très blanche et à son extrême luminosité. De plus, elle est toujours suivie par 2 étoiles plus petites qui se trouvent juste en dessous d'elle. C'est ce qui donne cette forme de cithare à la constellation et qui vous permettra de la suivre durant tout l'hiver. Alors en résumé, le 11, les anneaux de Saturne disparaissent à nouveau. Le 17, très belle conjonction entre Tétis et Titan. Le 25, Albope est de passage. Et toujours le 25, Vega sera au zénith. Voilà, l'émission est terminée. Malgré tous les efforts des astronomes, la Voie lactée reste pleine de mystères et elle laisse la porte ouverte à l'imaginaire. Alors retenez au moins que la Voie lactée, c'est notre galaxie, notre univers proche, une sorte de niche dans laquelle se loge notre planète, la Terre. Eh bien la Terre, ce sera justement le thème de notre prochaine émission à l'occasion de l'équinoxe de printemps. Nous sommes tous embarqués sur le grand vaisseau Terre qui navigue en tanguant sur son axe. Eh bien nous parlerons des saisons, des climats, de l'environnement. Rendez-vous donc dans un mois avec André Berger et Hubert Reeves.